29e octobre 2025. Nous sommes dans la 4e année et au 248e jour de la guerre en Ukraine. Bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue au rapport quotidien sur la situation. Je salue tout particulièrement les membres de la chaîne qui ont reçu aujourd'hui 2 nouveaux emojis pour le chat. N'hésitez pas à inonder toute la section avec eux. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous analyserons l'état d'urgence au réservoir de Belgorod, le recentrage russe sur Pokrovsk, le renforcement de la défense aérienne, une attaque de drone contre une raffinerie, des frappes sur un dépôt de pétrole et plus encore. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous et c'est parti. Dans la région de Belgorod, l'état d'urgence a été déclaré après des dommages causés à la vanne de fond et à l'une des 2 portes d'écluse du réservoir. Le niveau de l'eau a baissé d'1 mètre. Les autorités tenteront toujours de bloquer la rivière afin de prévenir de nouvelles inondations en aval et de stabiliser le réservoir. Des inondations ont touché l'axe Chebykino-Umwurft après la rupture du barrage. Selon les rapports, du matériel russe serait partiellement sous l'eau du côté russe. La logistique a été considérablement perturbée et plusieurs positions sont concernées. Cependant, une évaluation globale fiable est toujours en cours. Poutine a déclaré que la Russie avait testé la torpille sous-marine à propulsion nucléaire Poséidon et a parlé d'un grand succès. Il a affirmé que la puissance explosive dépassait même nettement celle du missile intercontinental Sarmat. Aucun système similaire n'existe dans le monde ni aucune défense possible. Aucune confirmation indépendante n'existe concernant la portée, les performances et le déroulement des essais. Le bruit de sabre de la rhétorique venant de Moscou s'est nettement intensifié récemment et vise clairement à la dissuasion ainsi qu'à la mobilisation intérieure. Ils veulent de faire passer le message « Même si l'on voit que nous subissons des pertes au front, tout se passe bien ». Cela fait désormais 1344 jours. Nous restons toujours une puissance militaire, qui possède aussi les armes nécessaires pour pouvoir se défendre. D'ailleurs, avec le Poséidon, on espère pouvoir inonder des villes côtières en faisant exploser une ogive nucléaire juste avant, sous l'eau. Solovyov a déjà affirmé qu'on pourrait inonder toute la Grande-Bretagne avec ça, ce qui est évidemment absurde. Que ce soit le Poséidon, qui fonctionnerait soi-disant très bien, ou le missile intercontinental Sarmat, qui selon lui serait surpassé. Ils ont une chose en commun. Nous ne savons pas s'ils fonctionnent, Pente. Et si c'est le cas, combien ils en possèdent. Il y a aussi une histoire amusante à ce sujet. Poutine a annoncé ce qui suit en 2023. Les premiers équipements lourds du système Sarmat sont entrés en service de combat la même année. 2 ans plus tard, ou il y a quelques heures, il a été annoncé que Sarmat entrerait bientôt en service de combat. Même chose pour l'Orichnik. Il a dit la même chose et elle est en développement depuis des années. Après des années de conception, le premier essai a enfin eu lieu. Ensuite, il a dit quelques mois plus tard que tout cela n'allait se produire que maintenant. Les variations de délai indiquent des retards dans la production, les essais et l'entrée en service. Ce schéma correspond à d'autres grands projets russes, où les démonstrations et les messages politiques prennent le pas sur les obstacles techniques. Et je pars du principe que ce sera exactement la même chose pour le Poséidon. La Chine restreint de plus en plus l'exportation de composants de drones vers l'Ukraine. Von Lomikovsky, cofondateur du réseau IREN, affirme que Pékin bloque désormais également les détours via des États alliés comme les pays baltes et la Pologne, parce qu'ils partent du principe que cela finira de toute façon en Ukraine. L'objectif étant d'empêcher l'approvisionnement de l'industrie de l'armement ukrainienne en composants électroniques chinois. En toile de fond, il y a l'importance des drones en tant qu'arme clé. L'Ukraine les utilise contre les postes de commandement, les points logistiques et les infrastructures énergétiques critiques. Les contrôles venant de Chine compliquent dans l'approvisionnement, la montée en puissance et la maintenance des drones ukrainiens, tout en accentuant la pression sur leur chaîne d'approvisionnement et les fournisseurs non chinois. Après que les Russes ont été vaincus lors de la bataille près de Dnopropetrovsk, se sont partiellement retirés ou ont été encerclés, on peut considérer ce secteur comme perdu pour le moment. Il y a donc un changement dans le plan de bataille du côté russe. Pokrovsk doit désormais à nouveau avoir la plus haute priorité et doit absolument être prise par les Russes. Ils se sont déjà ouverts l'accès à la ville par le sud. Ils réduisent maintenant la distance entre les 2 églises. Après avoir ouvert des poches en ville, ils atteignent la rue principale via le quartier vert.
Depuis le nord, ils essaient de créer un coin entre la ville bien fortifiée de Mnourad et Pokrovsk, afin de séparer ces deux bastions importants et de couper l'approvisionnement. La situation reste donc extrêmement tendue dans ce secteur. Mais je vous tiendrai comme toujours au courant, à condition que vous vous abonniez à la chaîne et que vous me teniez ainsi également informé. Quels sont donc les objectifs particulièrement intéressants à protéger pour le Kremlin ? S'agit-il des lieux libérés, entre guillemets ? S'agit-il de zones tampons qu'ils ne peuvent pas développer davantage ? Est-ce toute la ligne de front où se trouvent dans ce de nombreux soldats et systèmes ? S'agit-il des innombrables dépôts de munitions et raffineries qui ont la plus haute priorité ? Ou est-ce Moscou ? Devinez quoi ? C'est bien sûr Moscou. L'Ukraine utilise de plus en plus de drones terrestres et longue portée pour frapper régulièrement des cibles au cœur de l'arrière-pays russe. Les raffineries de pétrole sont souvent ciblées, avec des conséquences mesurables. L'économie en pâtit. Pour la première fois depuis le début de l'invasion, la production d'armement stagne également. Les pénuries de réserves de carburant et aussi dans la production de carburant ou de produits préliminaires se répercutent même sur d'autres secteurs et sont surtout ressenties au front. Mais l'attention se porte davantage sur Moscou. Dans la nuit de dimanche à lundi, des frappes de drones suivies d'explosions ont été signalées dans plusieurs districts. Vous vous souvenez peut-être des rapports du début de semaine. En réaction, la Russie renforce la défense aérienne autour de la capitale. D'après les recherches de The War Zone, ils ont installé un anneau de défense aérienne composé de systèmes S-300 et S-400. Le front n'a pas vu cela depuis longtemps. De plus, des chars supplémentaires occupent les toits de nombreux bâtiments plats. Il y a aussi des tours de défense qui rappellent une version simplifiée des tours anti-aériennes historiques. Une cartographie réalisée par le journaliste Mark Krutov identifie de nombreuses positions fixes et mobiles, notamment des systèmes de portail ainsi que de nouvelles positions et des positions découvertes autour de Moscou. Car dans la ville la plus politiquement importante du pays, où vit une grande partie de la population russe, on ne doit pas voir de drones. La guerre et la souffrance au front doivent être occultées afin qu'il n'y ait surtout pas de rebelles. Pour que l'on puisse bien occulter la guerre, on a bien sûr renforcé un deuxième lieu important avec la défense anti-aérienne. Lequel cette fois ? Quel secteur du front serait-ce ? Bien sûr aucun, car il s'agit de la résidence d'été du président au lac Valdey, qui a également été renforcée. Au moins 13 tours de défense, un complexe S-400 et le radar Ross C1 spécialisé dans les petits drones sont censés sécuriser la zone. Là, certains généraux au front ne peuvent que regarder avec envie. La concentration de systèmes modernes autour des centres de pouvoir montre une évolution de la perception de la menace par la direction russe. Le revers de la médaille reste bien sûr visible même pour un aveugle. Alors que Moscou et les résidences se sont renforcées, les installations industrielles et l'infrastructure énergétique ainsi que le front restent vulnérables. Pour l'Ukraine, cela signifie que des cibles stratégiquement importantes dans l'arrière-pays russe restent accessibles malgré le renforcement de la défense aérienne. C'est précisément là que les campagnes actuelles de drones cherchant à avoir un impact, touchant à la fois la logistique militaire et l'économie. Les problèmes budgétaires persistants en Russie se manifestent désormais également dans les primes pour les nouvelles recrues. Certaines régions diminuant fortement les versements, parfois de 80%. À Saratov, le gouverneur a signé lundi un décret réduisant la prime unique pour les volontaires de 2 200 000 roubles à 400 000 roubles. La mesure signale une pression financière sur les budgets régionaux et affaiblit l'incitation à signer de nouveaux contrats. Et celui qui n'a déjà pas signé pour 2 200 000 ne le fera certainement pas pour 400 000. Des drones ukrainiens ont frappé la raffinerie de Novopaskoï. Sur les images, on peut voir de grands incendies. Les premiers indices évoquent des dégâts aux installations de traitement et aux zones de stockage. À court terme, des interruptions dans la logistique régionale du carburant sont possibles. Une évaluation précise des dommages et des informations sur la durée des restrictions ne sont toutefois pas encore disponibles. Hier, je vous ai signalé des sabotages. Aujourd'hui, on en constate déjà un autre. Le mouvement partisan Artesh a visé l'infrastructure ferroviaire à Tokmak, ville occupée du sud de l'Ukraine. Selon le groupe, les dégâts perturbent l'horaire des transports militaires et compliquent les manœuvres des troupes amphiborusses.
Les interventions ciblent transbordement, aiguillage et signalisation, augmentant les efforts pour réparation et sécurisation. Pour la logistique militaire, cela entraîne retard, détournement, moins de flexibilité et surtout un mauvais approvisionnement au front. Les activités des partisans deviennent de plus en plus fréquentes et visibles depuis environ 2 semaines et demie. Les forces ukrainiennes ont frappé un dépôt de pétrole près de Simferopol, occupé par les Russes, en Crimée. L'installation est donc considérée comme un nœud central pour l'approvisionnement en carburant et aussi pour la manutention du carburant dans la zone occupée, et elle approvisionne également les unités de l'armée russe. Des incendies et des interruptions logistiques sont signalés dans la région. Le coup vise l'approvisionnement, la mobilité et la préparation opérationnelle de l'occupant. La Corée du Nord et la Russie construisent leur premier pont routier commun. L'objectif est d'établir une liaison logistique plus rapide et d'approfondir les relations militaires ainsi qu'économiques. Front Intelligence Insight a analysé des images satellites et des documents de projet. Selon ces informations, les travaux progressent sur les 2 rives. Des accès, renforcements de berges et points de contrôle sont aménagés ici. Une mise en service par étapes sera bientôt possible. Le pont complète la liaison ferroviaire existante, qui existe déjà de toute façon. Elle assure un trafic de camions plus fréquent, indépendant de la météo et réduit les rotations. Je vous remercie comme toujours de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires et à la prochaine mise à jour de la situation.